Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Bonsoir Théo. Bonsoir Simon, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal du mercredi 3 juin. Dans la grosse actualité de la semaine, nous recevrons Guillaume Stoffel, connu pour le lanceur du célèbre Pilou Pilou du RCT. Il reviendra sur son parcours et son rôle auprès des supporters du RCT. L'actualité locale avec les tensions autour des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Éric Ciotti et Renaud Muselier s'opposent après le retrait de Nice du projet. Nous reviendrons également sur le procès des deux CRS à Nice, une affaire qui continue de faire réagir. En France, le principal suspect dans l'enlèvement de la jeune Liana a été mis en examen. Autre sujet de débat, une loi d'urgence agricole divise la classe politique et le monde agricole. À l'international, 2 études prometteuses contre le cancer de la prostate ont été présentées lors d'un congrès médical à Chicago. Nous parlerons aussi de l'espace avec l'annonce de l'envoi de 2 astronautes français en mission à l'horizon 2027. Et dans le sport, on fera une page spéciale avec Thomas Gordeos consacrée à Roland-Garros 2026 avec les principaux résultats et les temps forts du tournoi. Et on ouvre maintenant la page locale et on commence par la polémique autour des Jeux Olympiques d'hiver 2030 qui continue. Oui, et le ton monte, Simon, entre Renaud Muselier et Éric Ciotti. Le président de la région Sud accuse le maire de Nice d'être responsable du retrait des épreuves de glace des JO 2030 d'hiver. Selon lui, la ville perdrait entre 180 et 280 millions d'euros de retombées économiques. Nice, pour rappel, devait accueillir le hockey sur glace, le patinage artistique et le curling. Renaud Muselier évoque aussi la perte d'une nouvelle patinoire, d'un complexe sportif et de 400 logements. Éric Ciotti défend sa décision. Le maire de Nice affirme avoir évité plus de 150 millions d'euros de dépenses publiques. Il estime que le projet aurait immobilisé le stade Alliance pendant près de 9 mois. Et à Antibes, un spectaculaire accident a mobilisé d'importants moyens de secours. Oui, des images impressionnantes que vous avez peut-être vues sur les réseaux sociaux. Un carambolage impliquant une vingtaine de véhicules s'est produit mardi sur la route de Grasse. Un poids lourd est notamment impliqué dans l'accident. Au total, et avec une surprise tout de même, 34 personnes ont été légèrement blessées. Plusieurs victimes ont dû être désincarcérées. Le chauffeur du poids lourd a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants. Selon plusieurs sources, son état psychologique suscite toutefois des interrogations. La circulation a été fortement perturbée dans le secteur. Et à Nice, un dossier de circulation fait finalement marche arrière. Oui, et il a fait débat, notamment pendant les municipales. Le tunnel du Congrès restera réservé aux vélos et aux mobilités douces. La municipalité renonce à sa réouverture aux automobilistes. Cette décision intervient après plusieurs semaines de débat. Une pétition lancée par l'association Nice à vélo a recueilli plus de 8000 signatures. Selon la mairie, cet axe est légèrement utilisé par les cyclistes et les personnes en situation de handicap. Le tunnel permet de relier en toute sécurité la route du Congrès et la promenade des Anglais. Et dans les faits divers, un nouveau témoignage relance l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et oui, un homme qui se présente comme un prêtre a affirmé sur M6 avoir recueilli les aveux du fugitif en 2022. Selon lui, Xavier Dupont de Ligonnès aurait reconnu avoir tué sa famille, mais ses déclarations sont vivement contestées. L'évêque de Carcassonne assure que cette histoire est totalement fausse. Il affirme notamment qu'aucun religieux portant le nom évoqué n'existe dans la communauté concernée. Il serait passé par grâce. L'affaire continue donc d'alimenter les spéculations 15 ans après la disparition du principal suspect. 2 CRS et de la compagnie S81 ont été reconnus coupables de violences aggravées et de vol sur un jeune habitant du quartier de l'Ariane à Nice. Ce lundi 1er juin, le tribunal a rendu sa décision. Retour sur une affaire qui a profondément choqué le quartier, Maria. Le tribunal correctionnel de Nice a tranché. Les 2 CRS âgés de 26 et 27 ans ont été reconnus coupables de violences volontaires en réunion ainsi que de vol sans violence, avec violence. Selon la victime, un jeune homme de 22 ans habitant le quartier de l'Ariane, les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 avril vers 5h du matin. Les 2 policiers, alors hors service, l'auraient violemment pris à partie alors qu'il venait de garer son véhicule près de chez lui. Et quelle est la version de l'histoire des 2 fonctionnaires, Maria ? Eh bien, à la barre, les 2 CRS assurent avoir été reconnus puis insultés par le jeune homme. L'un d'eux affirme avoir été traité de facho et même menacé de mort. Le jeune homme, lui, explique qu'il était simplement au téléphone avec une jeune femme au moment des faits et qu'il n'avait même pas remarqué la présence des policiers avant que la situation ne dégénère. Pendant l'audience, plusieurs vidéos ont été diffusées. Elles montreraient une scène de violence en plusieurs temps. Et surtout, la victime affirme avoir perdu son téléphone portable, ses clés de voiture ainsi que 100 € en espèces pendant l'altercation, une somme qui sera finalement retrouvée dans la poche de l'un des 2 prévenus lors d'une perquisition. Malgré cela, les 2 policiers ont continué de défendre la thèse d'une simple bagarre entre personnes alcoolisées, évoquant des violences réciproques. Le tribunal n'a donc pas suivi leur version ?
Eh bien non, le tribunal présidé par Agnès Vadro a condamné les 2 fonctionnaires à 8 mois et 18 mois de prison avec sursis. L'un est interdit d'exercer dans la police pendant 2 ans et l'autre pendant 5 ans. Le préjudice subi par la victime a lui été estimé à 5 000 euros. Merci beaucoup, Maria. Place maintenant à l'actualité nationale avec vous, Simon. Et on va commencer par une proposition de loi écologiste qui va être débattée, je vais y arriver, à l'Assemblée nationale. Et oui, la proposition de loi visant à réduire l'utilisation et la présence de cadmium dans les engrais a été présentée hier aux députés. Le cadmium est classé cancérigène depuis 1993 et lié à la hausse du cancer du pancréas en France. Près d'un adulte sur 2 en France présente un niveau d'exposition au cadmium jugé préoccupant selon l'ANSES. Et parlons un peu chiffres, la France autorise 90 mg de cadmium par kilo d'engrais, soit 1,5 fois la limite européenne. L'objectif de cette proposition, une baisse progressive dans les engrais à 20 mg par kilo d'ici 2030. Un père de famille arrêté dans l'affaire Liana. Et oui, le suspect de l'enlèvement de Liana a été mis en examen hier. L'homme de 41 ans, un certain Jérôme B., le père d'une de ses camarades de classe, est maintenant le suspect principal dans cette affaire. Les caméras de surveillance la montrent montant dans son véhicule et ce n'est pas la première fois que le suspect est accusé. Il est notamment visé par une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans en août 2025 sans jamais avoir été entendu. Un autre détail troublant, les parents de Liana avaient déjà décidé de couper tout contact avec Jérôme B après une soirée pyjama où il aurait eu des gestes déplacés. Le suspect ne s'est pas encore exprimé et la fillette n'a malheureusement toujours pas été retrouvée. Tout autre chose à présent, un investissement chez vous dans le Grand Est, Simon. Et oui, Stellantis confirme un investissement de plus d'1 milliard d'euros à Mulhouse pour produire 3 nouveaux modèles de Peugeot électriques dès 2029. Il y a notamment 40% de ces investissements, soit 400 millions d'euros, qui seront consacrés à la modernisation de l'usine alsacienne. Leur mission maintenant, produire 3 nouveaux modèles électriques, dont un SUV. Les 4500 salariés du site ont accueilli cette annonce comme un soulagement après des mois d'incertitude et les syndicats saluent l'annonce mais exigent tout de même des garanties concrètes sur le maintien de l'emploi. Peut-être un futur emploi pour l'été. Restons dans les entreprises françaises, mais cette fois, pas de bonnes nouvelles. Et oui, en effet, le ciel se couvre au-dessus de l'entreprise orléanaise Duralex. La verrerie, gérée en coopérative, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans. La verrerie, qui emploie 243 salariés, souffre de graves tensions de trésorerie, notamment. Les salaires de mai n'ont pas été payés qu'à hauteur de 50%. L'entreprise avait été reprise en coopérative par ses salariés en juillet 2024, mais a démarré en déficit. Malgré une levée de fonds citoyenne de 7 millions d'euros, cela n'aura pas suffi à faire durer l'entreprise. L'État pousse désormais Duralex vers un plan de cession à un repreneur industriel privé. Et en matière d'exploration spatiale, la France prépare déjà l'après-ISS. 2 astronautes français doivent décoller en 2027 dans le cadre d'un accord inédit avec une entreprise privée américaine. Les explications avec Elise Jens. Oui, en 2027 pourrait marquer une étape importante pour la présence française dans l'espace. 2 astronautes français, Thomas Pesquet et Arnaud Prost, doivent participer à des missions commerciales organisées par l'entreprise américaine VAST. Ces 2 missions devraient durer environ 2 semaines et seront consacrées à la recherche, à l'éducation et à des démonstrations technologiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas VAST, c'est une entreprise spatiale américaine qui développe Haven 1, la première station spatiale commerciale destinée à accueillir des astronautes en orbite. Elle ambitionne également de concevoir des futures infrastructures spatiales pour la Lune, Mars ainsi que des partenaires gouvernementaux. Et qu'est-ce que cela représente pour nos Français ? Alors pour Thomas Pesquet, ce serait son 3e séjour dans l'espace, mais surtout, il pourrait devenir le premier astronaute non américain à commander une mission privée à bord d'une capsule américaine à destination de l'ISS, une décision qui reste encore soumise à l'approbation des partenaires de l'ISS. De son côté, Arnaud Prost s'apprête à vivre sa toute première mission spatiale et pas n'importe laquelle. Il devrait embarquer vers Haven 1, la future station spatiale commerciale. Il devrait s'agir du premier vol habité de l'histoire vers une station spatiale privée. Ce projet, c'est donc une première mondiale ? Oui, jusqu'à présent, les astronautes rejoignaient uniquement des stations exploitées par des agences gouvernementales. Avec Haven 1, le secteur privé franchit une nouvelle étape dans la conquête spatiale. Pour la France, l'enjeu dépasse largement ces 2 vols. L'ISS doit être retiré du service à partir de 2030 et plusieurs acteurs privés préparent déjà la suite. En participant dès maintenant à ces nouvelles missions, la France cherche à garantir un accès en orbite pour ses astronautes et pour ses expériences scientifiques. À savoir qu'avec Thomas Pesquet, Sophie Adono actuellement en mission et Arnaud Prost qui doit effectuer son premier vol, la France deviendrait le seul pays européen à compter 3
3 astronautes actifs, un atout considérable dans une période où l'avenir des vols habités est en pleine transformation. Merci Élise, et on passe maintenant au flash international et on commence par l'Organisation mondiale de la santé qui fait le point sur Ebola. Oui, et l'OMS a confirmé, qui confirme désormais 330 cas de la maladie en République démocratique du Congo et en Ouganda. Le nombre de cas suspects a en revanche été fortement revu à la baisse. L'organisation recense 49 décès confirmés. L'épidémie a été déclarée mi-mai dans le nord-est de la RDC. À ce stade, aucun vaccin spécifique n'est disponible contre le variant concerné. Des essais cliniques sont actuellement en préparation. Restons dans la médecine et des avancées encourageantes dans la lutte contre le cancer de la prostate. Et oui, Simon, 2 études présentées au Congrès mondial du cancer de Chicago montrent des résultats prometteurs. Une première recherche concerne des formes agressives de la maladie grâce à un traitement hormonal renforcé. 78% des patients n'avaient ni rechuté ni métastase 5 ans après leur prise en charge. Une autre étude menée notamment par un des professeurs américains montre qu'une thérapie ciblée réduit la moitié le risque de progression du cancer ou de décès. Ces traitements pourraient bénéficier à plusieurs milliers de patients dans les années à venir. Et puis du changement sur les terrains de football, Théo. Et oui, la Coupe du Monde commence dans quelques jours et la FIFA va tester plusieurs nouvelles règles lors de la Coupe du Monde 2026. Les joueurs auront désormais 10 secondes pour quitter la pelouse lors d'un remplacement. L'assistance vidéo pourra intervenir davantage dans des situations. Les gains de temps seront également plus sévèrement sanctionnés. Autre nouveauté, cacher sa bouche lors d'une contestation avec son adversaire pourra entraîner un carton rouge. Ces mesures seront expérimentées pendant toute la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On passe au sport et on va continuer avec maintenant la page sport avec Thomas Gourdeos et Nolan Pérez. Et avant de passer à la page spéciale Roland Garros et à notre interview avec Guillaume Stoffel, mon cher Nolan, on va revenir sur cette saison du rugby club toulonnais et qu'elle fut compliquée, Nolan. Oui, pourtant le RCT avait démarré avec des ambitions, on peut le dire. L'année dernière, ils avaient fait un quart de finale de Coupe d'Europe qu'ils avaient perdu à la dernière minute face au Stade Toulousain. Ils ont enchaîné avec une demi-finale de championnat qu'ils ont perdu face à Bordeaux. On peut déplorer la perte de Jutta Veinicolo durant l'été, mais l'effectif n'avait pas beaucoup bougé. Donc vraiment, le RCT abordait cette saison avec l'envie de gagner. Et puis finalement, la saison, même si elle avait bien commencé, le RCT ne se distinguait pas vraiment des autres. Il y a beaucoup d'équipes qui gagnaient à domicile et qui perdaient à l'extérieur. Mais le RCT faisait pareil. Il y a même eu des déconvenues à l'extérieur plutôt cinglantes. Ils ont pris 50 points à Toulouse, 50 points à Paris. À la fin du mois de janvier, ils sont quand même 6e, la dernière place qualificative pour les barrages, ce qui n'est pas si mal. Mais à partir de ce moment-là, tout est parti en cacahuète, je pense, on peut le dire. Une défaite face à Pau, une défaite face à Clermont. Et après cette défaite à Clermont, c'est là qu'est le problème, puisque Pierre Mignoni a déclaré qu'il ne pouvait plus tenir comme ça. Victime d'une surcharge mentale, il décide de se mettre en retrait temporairement. Et on ne peut pas dire que ça a vraiment été suivi d'un électrochoc positif, puisque derrière, en fait, Toulon ne gagne pas les 3 prochains matchs, parce qu'il y a quand même un match nul dedans. Après, Pierre Mignoni décide de revenir. Pareil, il n'y a pas vraiment d'électrochoc, puisque le Stade français gagne à nouveau face à Toulon. Et en plus, Toulon va perdre à Aimé Giral face à Perpignan, qui n'est quand même pas à hauteur d'une énorme saison. Donc voilà, entre la irrégularité de base et les problèmes qu'ils ont vécu durant l'hiver, on peut avoir des regrets sur cette saison pour Toulon, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont été irrégulières, mais qui ont vécu un trou béant comme celui du RCT. Il n'y en a pas beaucoup. Et on vite l'ASM, on espère. Pourtant, il y a quand même eu une épopée en Coupe d'Europe, Nolan. Oui, c'est vrai. Il y a eu une épopée en Coupe d'Europe. Toulon est allé jusqu'en demi-finale cette année. Ils sont inclinés face au Leinster. Mais quand même, ils ont réalisé le tour de force d'avoir éliminé Glasgow en quart de finale. Glasgow qui était un prétendant au titre. Donc voilà, c'est quand même pas si mal. Mais au final, j'ai quand même l'impression que cette Coupe d'Europe, c'était plutôt ce qui correspondait le mieux à ce RCT, qui avait vécu pas mal d'événements un peu troublants. Et sur des matchs couperés, une équipe qui essaie de se resserrer, de retrouver de la confiance, c'est peut-être le meilleur moment pour aller gagner des matchs. Et en plus, Toulon, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de risques offensivement. Et sur des matchs couperés, c'est le style de jeu qui convient le mieux. C'est aussi une équipe qui, là, elle a montré un petit peu moins, mais d'habitude, qui maîtrise vraiment ses fondamentaux du rugby. Donc voilà, finalement, cette Coupe d'Europe, ça s'est plutôt bien passé. Mais ça reste quand même une équipe imparfaite. On l'a vu, le recrutement de cet été n'a pas totalement fonctionné. Donc voilà, il s'arrête en demi-finale face à un Leinster un peu faiblard, en plus on peut le regretter, mais au final c'est quand même une note plutôt positive, parce que si on met en concordance la saison dernière, l'épopée de la saison dernière plus celle de cette année, on se dit que
Si Toulon se repose bien et se remet des émotions fortes qu'ils ont pu vivre cette saison, la saison prochaine sera assez prometteuse quand même. Eh ben, on l'espère et en tout cas on va lancer la première partie de cette interview avec Guillaume Stoffel. Donc, quelles émotions ça te procure, toi, de le faire actuellement? Merci beaucoup. Beaucoup. J'ai la chance de faire beaucoup de choses dans ma vie devant du public et tout. Mais les émotions et on va dire la pression entre guillemets que j'ai, il n'y a que là que je l'ai. Il y a toujours une tension énorme et à chaque fois je dis en rigolant, je dis, à tout le monde, j'ai tombé dans les pommes au moment de le faire. Il y a toujours un stress particulier et le dernier que j'ai fait au Vélodrome, je faisais pas le malin. Mais après, c'est une fierté de dingue. C'est une fierté, moi je le prends comme une chance, une fierté, mais j'ai découvert ce qu'était le stress avec le pilou-pilou. Bon, tu arrives dans un contexte un petit peu difficile quand même. Bon, on rappelle du coup pour ceux qui vont nous regarder, tu remplaces celui qui faisait le pilou-pilou avant, qui a été accusé de violence conjugale. Comment on aborde justement une arrivée dans ce contexte à ta place? Ben, moi, en fait, ce qui se passe par rapport à ça, je suis assez extérieur parce que je suis pas de la police et que c'est pas à moi de juger. Aujourd'hui, il y a présomption d'innocence, donc il y a encore rien qui a été acté et c'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit. Mais en fait, moi, quand je suis arrivé et que je l'ai fait, j'ai eu pas mal de peur de comment j'allais être reçu par le public. Parce qu'on sait que Cédric était apprécié des supporters toulonnais à la base. C'est quelqu'un qui le faisait depuis X années, même s'il était parti quelque temps, il est revenu et ça avait fait plaisir à tout le monde, moi le premier à ce moment-là. Donc prendre sa place, remplacer quelqu'un, c'est jamais simple. Les gens, ils aiment bien avoir leurs habitudes, ils aiment donc passer après quelqu'un qui est apprécié, c'est toujours compliqué. Et je pense que ce qui a facilité la chose, c'est que ça a été fait maintenant, ils le font dans les tribunes. Et en plus, le jour où je l'ai fait, la première fois, il y avait un gars qui faisait le langage des signes à côté. Et depuis, ça se passe bien, les gens sont plutôt contents, mais il y a de l'appréhension de savoir quand j'allais être reçu. Après, quand ça se passe par rapport à Cédric, c'est pas tant ça en fait. Moi, qu'il soit coupable ou pas coupable, ça me regarde pas plus que ça aujourd'hui. Ouais. Bon, ça n'a pas été le seul moment compliqué de la saison quand même, parce que les résultats sportifs du RCT n'ont pas été à la hauteur des espérances. L'hiver a été assez compliqué. On a même eu droit à un épisode un petit peu chaotique autour de la santé mentale de l'entraîneur, Pierre Mignoni. Est-ce que ça t'a affecté dans ton travail, toi, justement, ou est-ce qu'encore une fois, tu restes assez extérieur à ça, tu te focalises sur le pilou-pilou et... Alors, dans mon travail, entre guillemets, et dans la mission que j'ai de faire le pilou-pilou, pas du tout. En tant que supporter, oui, ça m'a fait chier. Mais par contre, moi, en tant que ce soit quand j'anime la fan zone ou quand je fais le pilou-pilou, non, moi, on me demande de faire une chose. Mon but, c'est de moi le faire le mieux possible. Après, moi, je suis pas sur le terrain. Ce qui se passe une fois que j'ai fini le pilou-pilou, je suis plus personne. Je suis un supporter comme tout le monde. Et les résultats vont m'affecter comme un supporter. Mais par contre, par rapport au fait qu'on me demande de faire le pilou-pilou, non, là-dessus, effectivement, s'il gagne, tu as l'impression d'être un porte-bonheur et c'est toujours plus agréable. On va maintenant passer à l'origine du Pilou Pilou et d'où ça vient et comment ça a été créé, Nolan. En fait, on ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs versions de l'histoire. La première, ce serait qu'à la fin des années 40, l'arrière du RCT, à ce moment-là, Marcel Baudrero, connu pour son humour et son tempérament un peu volcanique, aurait imaginé ce cri pour souder l'équipe avant les matchs, ou la galvaniser, comme vous voulez. D'autres sources évoquent une origine plus ancienne, avec un chant de supporters du Racing universitaire d'Alger. En fait, il y aurait quelques joueurs qui auraient ensuite signé à Toulon et qui auraient importé ce chant. La version fait un petit peu débat, mais ça contribue à la mythologie du pilou-pilou. Et enfin, notre hypothèse, ce serait que le mot pilou, ça vient de la danse kanak qui veut dire faire la fête, danser, célébrer. Et bon, même si c'est difficile de trancher quelque part, ça colle plutôt bien, puisque le pilou-pilou, c'est quand même annonciateur d'une certaine ferveur à Toulon. Et oui, et on a un peu la référence aussi avec les fêtes de Dax, j'en dirai pas plus. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'interview. Moi, ma première question, ça serait comment tu prépares le pilou-pilou la première fois et maintenant, aujourd'hui, avant chaque match? Alors moi, déjà, avant chaque match, j'ai 3 heures d'animation pour la fan zone, pour Mistral FM. Donc ça me permet de me détendre un peu, ou je pense à autre chose, je m'éclate. Et après, j'arrive à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de le faire, j'attends, on vient me chercher avec le micro, et on fait monter dans les tribunes. Et à ce moment-là, c'est de la détente, c'est le moment le plus chiant, c'est le plus long. Je me le fais 2-3 fois dans la tête quand même.
pour être sûr de ne pas oublier les paroles d'un moment. Alors, je connais par cœur, mais tu dis, putain, juste à ce moment-là, tu as un blanc. Et après, j'ai pour habitude de me dire que de toute façon, à partir du moment où il me montre du doigt qu'il faut y aller, ne te pose pas de questions, file, vas-y, envoie. Et j'envoie du coup. Et voilà, la préparation, ouais, rapidement dans ma tête, je vais me le dire 2, 3 fois, mais pas plus que ça, quoi. Je pars du principe que normalement, animer, je sais faire, parler dans un micro, je sais faire. Donc j'essaye de me faire confiance. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit là, je vis vraiment quelque chose d'incroyable et que c'était un rêve? Ah bah, le premier. Le premier, bah, en fait, ça a commencé déjà quand Benjamin Larue m'appelle la veille du match contre Perpignan, aux alentours de 20h, et que je me dis, je vois le nom affiché, je sais, il m'appelle pas pour rien celui-là, la veille du match. Il m'appelle pas pour rien, à mon avis. Parce qu'on avait parlé déjà un petit peu avant. Et là, je commence à me dire, rien qu'au moment où ça sonne, je commence à me dire c'est le moment. Et après, on en parle, il me dit c'est à toi. Et tout le passage, j'ai annoncé à 3-4 personnes seulement que j'allais le faire, je ne vais pas trop le dire. Je sentais que ça faisait plaisir à plein de personnes autour de moi. Et aujourd'hui, je le ressens parce que pendant des années, on me voyait comme le speaker de Saint-Raphaël Barandbal ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on me présente comme le lanceur du Pilou Pilou. Je ne suis plus speaker de quoi que ce soit pour les gens. Ils me présentent comme le lanceur du Pilou Pilou. Et puis, c'est extraordinaire. Le premier que je fais, quand j'arrive dans les tribunes avec le micro, que les gens ils veulent être derrière parce que c'est un moment important. Parce que si, ouais, tu t'aperçois que c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je parle de privilège. Hein. C'est un truc de dingue. Quand il y a les gens. Alors, j'ai encore cette chose où les gens enfin, je marche tranquille dans la rue. Hein. J'ai pas de souci avec ça. On m'arrête pas. Je pense que et c'est très bien comme ça. Mais il y a des gens qui sont contents de voir derrière ou des fois qui veulent me reconnaître, qui me disent s'ils peuvent prendre une photo. Bah, je trouve que c'est génial en fait. C'est cool. Tu t'aperçois que le lanceur du Pilou Pilou, il a une responsabilité quand même. Et quel a été le match où l'ambiance t'a plus marqué jusqu'à aujourd'hui? Alors, depuis le Pilou Pilou, discutablement, c'était le quart de finale de Coupe d'Europe qu'on gagne difficilement contre les Stormers. C'était de la plus belle ambiance que j'ai depuis que c'est largement celle-là. C'était une ambiance comme j'ai pu la connaître il y a quelques années encore, qui faisait plaisir à voir. Alors en tant que supporter de l'ASM, bien sûr, le stade Marcel Michelin, c'est un vrai volcan. Mais pour toi, qu'est-ce qui rend l'ambiance de Mayol différente des autres stades? Les gens sont différents. Ce chauvinisme exacerbé qu'on a, parce que voilà, je sais que tout le monde va me dire ouais, ils font que siffler, ils font que machin. Mayol, de tout temps, c'était un stade austère pour les supporters, pour les adversaires. C'est ce qui leur plaisait aussi aux adversaires de venir. C'est que ça n'a jamais été un stade où tu étais accueilli pour faire de belles choses. Hein. Et Toulon, ça s'est un peu perdu aujourd'hui, mais ce qui est fait différent, c'est qu'en fait, on ne t'accueille pas. Tu n'es pas chez toi et tu es là pour passer 80 minutes difficiles normalement. Donc oui, il y a du sifflet, oui, ça gronde, mais c'est des passionnés. On est des passionnés à Mayol. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas dans les autres stades, c'est fait différemment. Mais je ne sais pas comment expliquer, c'est le sud de la France, comme un peu à Marseille, comme machin. Comme on dit, ici tout est différent et je pense que l'ambiance. Et puis il faut que les autres clubs, moi ça me saoule comme j'entends dire, ouais, Toulon, ils sont comme si. Il faut que les autres clubs acceptent qu'on ne soit pas comme eux en fait. Je vois pas pourquoi on doit être comme eux. On a le droit d'être différent, on a le droit. Alors moi je siffle pas, c'est pas mon truc. Mais si les supporters ont envie de le faire, parce que ça fait partie de Mayol, parce que ça fait pas seulement 10 ans que ça existe à Mayol les sifflets, ça fait depuis que ça existe, qu'il y a eu il y a des mots fleuris qui sortent un peu de temps en temps, ça chambre, c'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. Ce stade et cette ambiance, elle est faite comme ça depuis tout le temps, depuis que moi je vais au stade. Donc ça fait 40 ans. En 40 ans en tant que supporter, et quel est ton premier grand souvenir à Mayol quand toi tu étais enfant? Le premier grand souvenir, j'en ai un qui me marque toujours. Alors, je sais pas si les gens s'en souviendront de ce match. C'était il y a bien longtemps, où on joue contre Bourgoin-Jallieu. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours en tête. C'est à l'époque où, en fait, dès qu'il y avait une faute en mêlée, c'était une mêlée pour l'équipe adverse. Et ça faisait que tourner comme ça. Et on joue peut-être les arrêts de jeu, mais à l'époque, il y avait des arrêts de jeu. Mêlée pour Toulon à 5 mètres de l'embut. Et je crois qu'elle est un coup Toulon,
on la perd, il la donne à Clermont. Il la perd à Toulon, à Clermont, à Toulon, à Clermont, à Toulon. Et ça dure je ne sais pas combien de temps. Il doit y avoir 8-9 minutes d'arrêt de jeu peut-être. Et enfin, le ballon sort pour Toulon. On marque un essai. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a égalité où on perd un point. Et justement, Warren Burton tape la transformation et nous fait gagner le match. Et là, c'était une explosion extraordinaire. Mais je te parle de ça, c'était début des années 2000. Et c'est le premier grand souvenir, moi, que j'ai à Mayol. C'était ce match-là où on est resté dans le stade. J'ai l'impression qu'on est resté 3 heures après, faire un tour de terrain, tout le monde était debout, tapé dans les mains. C'est le premier, ouais. Celui-là, il me marquera. Alors, je ne sais pas si tout le monde se souviendra de ce match, mais moi, c'est le premier. J'étais en deux langues à ce moment-là et j'ai pris le bus gentiment pour aller voir le match. J'étais tout seul dans les tribunes et je me suis régalé. En tout cas, c'est un sacré souvenir où on n'en avait pas de cette référence. Mais en tout cas, on peut quand même le dire, Nolan, l'ambiance à Clermont est quand même plus importante que Toulouse. Et surtout, le comportement des sudistes du sud-est du RCT. Mais en tout cas, on le remercie pour cette interview. On reste en faveur du rugby. On n'est pas des footballeurs. Mais on va quand même parler des paroles qui font référence à la ville. Les choses sont quand même bien faites, Nolan. Oui, c'est ça. Dans la première phrase, les paroles mentionnent la mer et la montagne qui sont caractéristiques de la ville de Toulon, puisqu'elle est en bord de mer, et que derrière, on a le Mont Fabron. Donc voilà, la chanson est plutôt bien construite de ce côté-là. C'est vraiment un symbole auquel les supporters tiennent énormément. C'est même le groupe de supporters des FADA qui a maintenu le chant en vie alors qu'on pensait à le supprimer du cérémonial d'avant-match. Et c'est bien parce qu'en fait, ça contribue un petit peu à l'unicité de Toulon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui font une cérémonie d'avant-match. On a à Pau avec la chanson de la Oniade maintenant, qui sont de retour en top 14 depuis une dizaine d'années. On a Bayonne avec évidemment la Peña Bayona qui aujourd'hui a dépassé le cadre du rugby. Mais en fait, voilà, en France, on a ces clubs basés dans le sud-ouest qui font ça. Et un club de sud-est qui est géographiquement opposé propose ça, alors qu'il n'y a pas vraiment la culture du rugby dans cette région. Donc c'est vraiment assez spécial. C'est vraiment un moment fort de chaque week-end de top 14. Et puis même, si on regarde dans les nations typiques du rugby, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, les îles Fidji, les îles Tonga, eux, ils ont aussi le rituel d'avant-match avec les fameux haka. Et donc voilà, au final, ce pilou-pilou, ça y ressemble un petit peu et ça contribue vraiment à l'identité non seulement de Toulon, mais de Mayol, qui est vraiment un des pires stades dans lesquels les autres équipes peuvent aller jouer. C'est vraiment un stade très hostile où les autres équipes n'aiment pas jouer. Et ce pilou-pilou, ça contribue vraiment à l'hostilité de Toulon et du stade Mayol. Bon, en tout cas, il y a aussi Oiseau pour l'ASM, mais on reste avec les grandes ferveurs et que le meilleur gagne dans ce championnat français du top 14, tant redoutable jusqu'au bout. Nolan, le suspense jusqu'à fin juin, en tout cas. Oui. Allez, on remercie Nolan, tous les deux, Anthony Adi qui nous regarde pour cette opportunité, ainsi que Guillaume d'avoir pris le temps de nous répondre. On passe désormais à notre page spéciale Roland Garros. Le tableau masculin a pris des allures totalement ouvertes, Thomas. Une première demi-finale oppose Alexander Zverev à Jakub Mensik et déjà une certitude, le vainqueur du tournoi sera un joueur qui n'a encore jamais remporté de grand chelem et c'est bien là l'un des faits marquants de cette édition. Les deux géants annoncés ont disparu très tôt. Carlos Alcaraz a déclaré forfait avant le tournoi pour une blessure au poignet. De son côté, Yannick Sinner, numéro 1 mondial, était sur une série de 30 victoires consécutives, mais a été sorti dès le second tour par Juan Manuel Cerundolo. L'Italien menait 2-7-0 et 5-1 dans le troisième set, avant de totalement s'écrouler à cause de la chaleur et de douleurs à la hanche. Tout comme Novak Djokovic, triple vainqueur du tournoi, sorti dès le troisième tour par la pépite brésilienne João Fonseca. Le Serbe menait lui aussi 2-7-0 avant que le Brésilien élève son niveau de jeu et s'impose 6-4, 7-5, 7-5 dans les 3 dernières manches. Résultat, un vide immense au sommet et un tournoi complètement relancé. Dans ce contexte, une nouvelle génération s'est engouffrée dans la brèche. Le Brésilien João Fonseca, le Tchèque Jakub Mensik ou encore le jeune Espagnol Rafael Jodar incarnent ce basculement. Tous ont réussi à franchir des étapes importantes dans un tableau libéré des cadors habituels. Et forcément, cette ouverture change tout. Pour la première fois depuis longtemps, un joueur va soulever un trophée du Grand Chelem sans en avoir gagné un seul. Oui, et c'est un grand suspense. Mais alors, par contre, du côté français, il n'y a plus du tout de suspense. Thomas, difficile de suivre ce rythme mondial avec une nouvelle fois une présence très limitée dans la deuxième semaine. Les Bleus ont globalement déçu. Plusieurs éliminations précoces ont rapidement réduit les espoirs et très peu de joueurs ont réussi à exister dans la durée du tournoi. La seule vraie éclaircie côté masculin, elle vient d'un nom qui commence à circuler de plus en plus, Moïse Kouamé. Âgé de seulement 17 ans, le jeune Français a signé un parcours remarquable et symbolise un espoir naissant pour le tennis tricolore.
Il est déjà capable d'accrocher des résultats qui attirent l'attention et impressionnent surtout par sa maturité sur le plan physique et sur le plan mental. Et chez les femmes, le scénario n'a pas été beaucoup plus lisible tout de même, Thomas, mais il a offert quand même quelques énormes surprises. Le tableau féminin a été marqué par plusieurs affiches de très haut niveau, mais surtout par des chutes retentissantes. Coco Gauff, tenante du titre, a été éliminée prématurément, tout comme Iga Swiatek, quadruple vainqueur sur la terre parisienne, mais aussi Arina Sabalenka, éliminée cet après-midi par la Russe numéro 23 mondiale Schneider. 3 sorties qui ont complètement redistribué les cartes. Dans ce chaos, une Française a tiré son épingle du jeu, Diane Parry. La Niçoise a signé le meilleur parcours tricolore du tennis féminin. Après un premier tour accroché, elle a enchaîné avec un succès solide face à une tête de série, puis surtout un exploit marquant contre une joueuse du top 10 mondial. Elle atteint aussi la 2e semaine et confirme une progression régulière dans le tableau. Déjà habituée à performer Port d'Auteuil, elle avait atteint le 3e tour en 2022. Aujourd'hui, elle franchit un cap supplémentaire et s'installe comme l'une des rares satisfactions françaises de cette édition. Un tournoi où, entre la chute des têtes d'affiche et l'émergence de nouveaux visages, Roland-Garros 2026 ressemble plus qu'à jamais à un tournant générationnel. Et rendez-vous ce week-end pour les finales. Merci beaucoup Thomas. On passe désormais à la météo avec vous Simon. Et oui, et demain le soleil brillera généreusement sur l'ensemble de la Côte d'Azur, même si quelques nuages risquent d'apporter un peu de pluie. Le littoral restera parfaitement dégagé sous un vent faible. Les températures grimperont jusqu'à 25 degrés à Antibes, 24 degrés à Nice et 23 degrés à Menton. Vendredi, les conditions resteront estivales et très ensoleillées sur l'ensemble de la Riviera. Les nuages se feront discrets, y compris sur les reliefs de Saint-Martin-du-Var. La chaleur s'accentuera légèrement avec des maximales atteignant 26 degrés à Saint-Martin-du-Var, 25 à Nice et 24 à Menton, avec tout de même de légers risques orageux. Ce week-end, le beau temps se confirmera sur la région selon Météo France. Le soleil dominera largement les débats sur la côte comme dans l'intérieur, avec des températures très agréables atteignant 25 degrés à Menton sous un ciel bleu. Dimanche, les conditions resteront idéales pour les activités en extérieur, concluant un week-end globalement radieux. L'indice de confiance reste solide, autour de 4 sur 5. Les maximales seront pleinement de saison et atteindront 25 degrés à Nice et 24 degrés à Menton. Le rendez-vous est donné les filles pour la plage. Merci beaucoup Simon pour ce point complet. Et c'est moi Théo qui tenais à te remercier de m'avoir accueilli tout d'abord en tant que chroniqueur et maintenant en tant que nouveau co-présentateur. Et c'est avec grand plaisir de vous retrouver tous à la rentrée prochaine. Merci beaucoup Simon. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans quelques instants, vous allez retrouver la nuit américaine avec Léo Epamimondi et toute son équipe qu'on remercie d'ailleurs pour la régie ce soir. Merci également à l'ensemble de nos chroniqueurs que nous tenons à citer ce soir. Maria, Élise, Nolan et Thomas qui ont participé à cette dernière de l'année. Le rendez-vous est déjà pris. On se donne rendez-vous début octobre pour une toute nouvelle saison du journal avec vous, Simon. Merci infiniment d'être fidèle. Merci à Anthony Haddy et à Luc de nous avoir regardés ce soir, notamment Luc pour la régie tout au long de cette année. Passez une agréable soirée et à l'année prochaine.